Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui sera mon bilan culturel du mois de décembre. Dernier bilan culturel donc de l'année 2023, une année qui a été très riche sur le plan cinématographique. Aujourd'hui j'ai 8 films à vous présenter, 2 livres. Alors sans plus tarder, commençons par le premier long métrage sorti au mois de novembre, le 22 novembre plus exactement. Un film qui a un postulat pour le moins particulier puisqu'il s'agit d'un film d'animation français de science-fiction pour les adultes. Je parle bien entendu de Mars Express de Jérémy Perrin. Mode sobriété activé. Ouais, désactivation. Elles ont disparu ensemble. Qu'est-ce qu'elles pouvaient avoir en commun? Le proviseur, il va vous montrer l'enregistrement. J'ai essayé de l'éteindre. C'est pour ça que l'androïde se défend. Désactivation. Il enfreint la directive 1. On a localisé l'androïde. Le film prend place en l'an 2200 où Aline Ruby, donc une détective, et son compagnon androïde Carlos Rivera mènent l'enquête puisqu'ils sont à la recherche d'une étudiante disparue. Cette étudiante, c'est Juncho, une étudiante en cybernétique qui a enfreint une loi puisqu'elle a libéré un androïde. Au fil de leur enquête, ils vont être confrontés aux plus sombres secrets de leur cité, les magouilles, les institutions corrompues, les trafics, etc. Mars Express, c'est bien plus qu'une épopée de science-fiction, c'est, je vous le disais, donc un polar teinté d'humour noir, en effet avec une héroïne comme Aline Ruby, vous l'avez vu au début de l'extrait, une héroïne qui est alcoolique, une héroïne qui est cynique, désillusionnée clairement sur sa vie et sur ce qui lui arrive. On ne pouvait que s'attendre à des remarques moqueuses et toujours, oui, qui prêtent toujours à sourire. Tout au long du film, en filigrane, on a la volonté d'un peuple, les androïdes, de se libérer tandis que les puissants, eux, conspirent leur élimination. Jusqu'à une fin inéluctable, une fin glaçante qui me suit encore aujourd'hui. Un film à soutenir absolument. Je vais vous parler d'un film qui, j'en ai conscience, a beaucoup moins plu. De mon côté, j'ai pris un immense plaisir à le regarder, il faut le dire ce qui est. Mon papa également, puisque je l'avais emmené au cinéma avec moi, il est fan de films d'horreur, alors dès qu'il y a un film qui, je sais, pourrait lui plaire, je l'emmène avec moi. Et c'est vrai que ce long métrage d'Eli Roth, donc qui est sorti le 29 novembre, il a un concept assez fort, puisqu'on y suit un tueur en série qui sévit durant l'une des fêtes les plus populaires aux États-Unis, Thanksgiving. The longer this goes, the more twisted it gets. The weapon he's using is straight off a Thanksgiving table. Je vous l'ai dit en introduction, un mystérieux tueur s'inspire de la fête traditionnelle de Thanksgiving pour terroriser les habitants de la ville de Plymouth. Alors que les habitants sont éliminés les uns après les autres, ces meurtres en fait, qui semblaient à l'origine aléatoires, révèlent un plan plus vaste et macabre. Si cette fois, ce n'était pas la dinde qui passait au four. Thanksgiving, c'est donc un film qui reprend les traditions de cette fête chérie des Américains pour en faire des pièges macabres. Je vous le disais, un tueur donc déguisé en père pèlerin, avec ce masque à moustache, un grand chapeau foncé, terrorise les habitants d'une petite ville du Massachusetts. Je crois que j'ai pas eu de mot aussi difficile à prononcer depuis un bon bout de temps en vidéo. Donc avec lui, tous les outils nécessaires pour réaliser un bon repas de fête, une fourche, une hache ou bien encore un attendrisseur à viande. Des instruments qu'il va évidemment mettre au profit de ses plans macabres. Le film s'ouvre sur un soir de Black Friday, donc vous savez ce sont ces soldes immenses, ces soldes monumentales. Donc le film s'ouvre sur le début des soldes dans un magasin Walmart où les gens se pressent devant la porte du magasin. Une soirée qui va s'achever en bain de sang. Vous me direz, est-ce que le tueur est intervenu? Est-ce qu'on le voit dès la première scène? Et bien sachez qu'il n'en a pas eu besoin. Puisque, en ce jour de solde monumental, je vous le disais, les clients se sont entretués. Ils se sont entretués pour un vulgaire gaufrier en solde. Une introduction violente, jouissive, il faut le dire, qui annonce la couleur d'un film célébrant la bêtise humaine. Je vous en parle un peu plus tôt, le tueur a des plans en tête, le tueur ne tue pas comme ça de façon machinale. En réalité, son objectif, c'est de mettre fin au jour des personnes qui ont justement participé
à cette tuerie de masse, à ce massacre littéralement. Et donc, parmi les personnes qui sont ciblées, un petit groupe d'adolescents, un groupe d'amis qui étaient présents dans le magasin à ce moment-là. Eli Roth signe un slasher inspiré, inventif dans ses punitions, clairement, qui baigne dans une ambiance lycéenne. Forcément, on est donc face à un petit groupe de lycéens qui s'apprêtent à se faire décimer, qui voient leur père se faire décimer au fur et à mesure. Et d'ailleurs, ils ne tardent pas à soupçonner leurs propres camarades. Tout au long du film, les soupçons augmentent, les soupçons se portent sur différentes personnes, jusqu'à un twist final qui remet en question l'entièreté du visionnage. On va parler d'un film qui est un coup de cœur, qui aurait pu figurer dans mon top 10 de l'année si seulement je n'avais pas tourné mon top 10 aussi tôt. Faut dire la vérité, hein, j'avais planifié cette vidéo en avance et finalement j'ai pas laissé de place pour des films comme Sirocco et Le Royaume des courants d'air qui pourraient clairement figurer dans le top 10. C'est un film qui est sorti le 13 décembre, réalisé par Benoît Chieux. L'aventure, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie jamais. Tous les mots murmurés dans le creux des oreilles finissent ici, à la limite du monde. Juliette et Carmen sont deux sœurs intrépides de 4 et 8 ans qui découvrent un passage secret vers leur livre préféré, Le Royaume des courants d'air. Transformées en chats et séparées l'une de l'autre, elles vont pouvoir compter sur l'aide de la cantatrice Selma qui va les aider à regagner le monde de la surface. Cependant, la seule personne qui pourrait les aider, c'est le maître des lieux, Sirocco, responsable de nombreuses tempêtes. Mais est-il aussi vilain, aussi méchant qu'on le prétend ? Sirocco, Le Royaume des courants d'air, c'est un film qui s'appuie sur un concept qui fait rêver petits et grands, je veux dire, qui n'a jamais eu envie, par quelques moyens fantastiques, de se retrouver plongé dans un univers qu'on affectionne tant. Et bien, pour Juliette et Carmen, c'est donc le Royaume des courants d'air, un lieu créé par Agnès, une autrice qui est une amie de leur mère. Ce royaume grouille de créatures de toutes les couleurs, aux apparences variées. Le seul point commun entre ces différentes bestioles, c'est qu'elles sont toutes capables de se déplacer dans les airs. Forcément, on parle d'un royaume... On parle du royaume des courants d'air tout de même. Ces résidents doivent donc être en mesure de voler d'une façon ou d'une autre grâce à leurs attributs physiques ou grâce à d'autres moyens. Je pense au deltaplane emprunté par nos personnages. Ce qui fait que tout au long du film, on a une animation qui est aérienne, avec le vent qui vient se prendre dans les cheveux, qui fait bouger les tissus. Cette idée-là, elle s'applique aussi aux méchants, Sirocco, qui n'est pas aussi méchant qu'il n'y paraît, qui justement est supposé être fait de vent. Ce qui fait que au niveau de ses cheveux, c'est flottant, ses vêtements également qui se prennent dans le vent. C'est un personnage que j'ai adoré. Voilà. C'est un personnage donc qui est isolé, qui terrifie les habitants parce qu'il serait à l'origine des tempêtes qui s'abattent sur le pays. Le synopsis sous-entend, ce n'est pas pour ça qu'il vit seul en exil, mais plutôt parce qu'il est contraint de refouler ses propres sentiments et par conséquent de ne croiser absolument personne qui pourrait faire battre son cœur un peu plus fort. Oui, je vous distille cette information, il y a même une once de romance dans Sirocco et Le Royaume des courants d'air. C'est cette humanité qui s'émane du personnage qui le rend aussi attachant. Le titre l'indique, Sirocco il a une place capitale dans le film, pour autant ce n'est pas pour ça qu'on le voit en fait. C'est-à-dire que c'est un personnage qui au contraire va faire de courtes apparitions. Vous savez, ces personnages qu'on voit peu mais qui en l'espace de quelques plans sont si charismatiques. Vraiment j'ai eu un coup de cœur immense pour ce personnage-là. Et à l'inverse, c'est plutôt son nom, vous savez, qui va être prononcé à plusieurs reprises, voilà, comme le synonyme d'un mauvais présage. On poursuit avec un film sorti également le 13 novembre. Il s'agit du second opus de ce qui était à date annoncé comme une duologie, qui sera peut-être une trilogie. Il s'agit des Trois Mousquetaires Milady de Martin Bourboulon. Que chaque hérétique du royaume sache ce qu'il en coûte de défier le roi. Mousquetaires, vous êtes soldats pour mourir. Je vous emmène là où on meurt. Dans le dernier film, la chair et tendre d'Artagnan, donc Constance Bonacieux, a été enlevée. Et dans ce second opus, eh bien D'Artagnan va partir à sa recherche. Sauf que sur ses traces, la perfide Milady. Le long métrage débute par des cartons qui sont entrecoupés des scènes du précédent volet. C'est une façon de replonger le spectateur dans l'histoire, sauf qu'en fait, si ça permet de reprendre le visionnage sans être perdu,
C'est assez lourd comme introduction. Il y a plein de lieux différents qui sont visités par les personnages, sauf que le film ne fait pas de lien entre ces différents lieux. Je pense à cette scène où D'Artagnan est seul en forêt, et à force de marcher, il retrouve, mais de façon miraculeuse, le convoi de soldats en direction du siège de La Rochelle. Autre chose qui aurait mérité également un format long, c'est la caractérisation des personnages. On nous les a introduits dans le premier opus, et le film s'est dit, bah c'est bon. Nos spectateurs, ils les connaissent, on n'a pas besoin de poursuivre dans le développement de personnages. Ils sont pas caractérisés, ne sont pas développés dans ce second film, ce qui fait que le long métrage va vraiment venir sauter les moments où ces personnages peuvent être étoffés. Je veux dire, il faut des transitions, il faut des personnages qui sont construits, des personnages qui sont étoffés. On peut pas se reposer comme ça sur les appuis d'un précédent film. Le film avait pris d'immenses libertés, ce qui fait que ça ouvre la porte à un troisième opus, là où je le rappelle, le film a été vendu comme une duologie. On va parler d'un film qui est un bonbon. En fait, les deux films dont je vais vous parler, donc celui-ci et le suivant, donc deux films qui sont aussi sortis le 13 décembre, pour le coup c'était une semaine qui était très chargée. Ce sont deux films qui font du bien, qui réchauffent le cœur, à commencer par une comédie musicale consacrée à l'un des personnages les plus iconiques de Roald Dahl, et un personnage iconique de la pop culture, on peut le dire. C'est le film Wonka de Paul King, mettant en scène Timothée Chalamet dans la peau du célèbre chocolatier Willy Wonka. What are you doing? I'm making chocolate, of course. How do you like it? Dark, white, nutty, absolutely insane. Many people have come here to sell chocolate. They've all been crushed by the chocolate cartel. You can't get a shop without selling chocolate, and you can't sell chocolate without a shop. No daydreaming. Le film retrace la jeunesse de Willy Wonka qui débarque dans un Londres romancé, dans un Londres romantisé, voilà, pour justement lancer sa propre boutique de chocolat et faire fortune. Sauf que le cartel du chocolat, donc 3 grands chocolatiers, sont bien décidés à s'opposer à lui. Le film est réalisé par Paul King. Paul King, c'est un peu le roi du divertissement familial. C'est à lui qu'on a notamment les 2 opus Paddington. Donc en termes de film doudou, je pense qu'on est assez haut tout de même. Wonka s'inscrit dans cette lignée-là. On est sur un bon divertissement de Noël, arrangé dans la catégorie familiale. Il y est question du rêve, de s'aider les uns les autres. Il y a de la neige partout, les décors sont féeriques. Oui, c'est idéal pour cette période, ça réchauffe le cœur, je vous le disais en introduction. Et parfois, on a juste besoin de ça. Moi, j'ai été le voir 2 fois, et je peux vous dire que chaque visionnage me fait tant de bien. Effectivement, on est sur un film familial, donc on est sur un scénario qui est très simple. C'est le bien contre le mal, les tenanciers qui sont laids et qui sont méchants, les chocolatiers véreux, il n'y a pas de nuance. Timothée Chalamet, qui joue un rôle dans lequel on n'attend pas, et on voit qu'il est heureux clairement à faire ça. Il y joue un personnage qui est attachant, naïf, plein de bons sentiments, et toi tu regardes le film, mais t'as juste envie de passer du temps avec Willy, tant il a l'air mais si bienveillant comme personnage. Il y a certaines expressions qui sont forcées pour le coup, notamment lorsqu'il déploie toute son excentricité, et je vous cacherai pas que ces mimiques-là, ça tend à me faire décrocher parce que ça me rappelle aussi à quel point c'est Timothée Chalamet qui joue un rôle. On va parler d'un autre film qui est tout doux, qui s'inscrit aussi dans l'ambiance film de Noël. C'est un long métrage sorti le 13 décembre d'Alexander Payne qui s'appelle Winter Break. You just earned yourself a detention, sir. Being here with you is already one big detention. Son of a bitch, that's another detention. Do you think I want to be babysitting you? No, I was praying your mother would pick up the phone, or your father would arrive in a helicopter or a flying saucer. My father's to take you dead. You don't tell a boy that's been left behind at Christmas that nobody wants him? What's wrong with you? Le film prend place en Angleterre durant l'hiver 1970 où Mr. Renham est professeur d'histoire ancienne dans un prestigieux lycée d'enseignement privé, donc pour les garçons. C'est un professeur qui est pédant, qui est bourru, qui n'est pas apprécié de ses élèves ni de ses collègues par ailleurs, sauf que Noël approche. Et à l'approche de Noël, Monsieur Renham est prié de rester sur le campus pour surveiller la poignée d'élèves qui ne rentrent pas chez eux à l'occasion des fêtes de fin d'année. Bientôt, il va n'en rester plus qu'un, Angus, élève de première, aussi doué qu'insubordonné. La 3e personne qui va compléter ce trio improbable contraint de rester sur le campus durant les fêtes, c'est Mary. Donc Mary, c'est la cuisinière de l'établissement qui est encore endeuillée, voilà, de la mort récente de son fils et qui, juste elle, préfère rester à l'écart durant les fêtes.
Le postulat du film est assez amusant, on y suit le prof, l'élève, la cantinière, donc 3 âmes meurtries qui vont venir retrouver du réconfort durant les fêtes. Ce sont des personnages qui à l'origine se connaissaient uniquement de vue et qui là vraiment apprennent à se retrouver. C'est ce pitch que moi j'affectionne tant, juste de 3 personnages qui au départ n'ont rien à voir les uns avec les autres. Il y a notamment ça dans les films catastrophes et je sais que c'est une intrigue qui personnellement me plaît toujours, voir ces personnages qu'on suit séparément et qui finissent en fait par se retrouver, par se découvrir et qui sait par retrouver le sourire. Winter Break, c'est un film qui ne tombe jamais dans la mièvrerie, ni le mélodrame d'ailleurs, qui sait évoquer avec subtilité juste les tourments du cœur humain. Nos personnages vont pas rester à l'école, mais vont bel et bien s'aventurer dans un petit voyage qui justement va mettre leur nerf à rude épreuve. Et je vous avouerai que autant j'adore la première partie, qui est vraiment portée par l'humour. Vous voyez ces interactions, vous l'avez vu dans la bande-annonce, entre Mr. Unham et Angus, qui n'arrêtent pas de s'envoyer bouler l'un et l'autre, parce qu'au départ ils se supportent pas. C'est vrai que la seconde partie du film est beaucoup plus émotionnelle. Elle me plaît un peu moins, je trouve qu'elle tire en longueur et... moi qui chéris tant ces interactions drôles entre les personnages, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a manqué. Mais il n'empêche que Winter Break, c'est un visionnage dont on ressort mais avec le cœur rempli de joie, rempli d'espoir et juste qui fait du bien. On va parler d'un film qui m'a quelque peu déçue. Vous l'avez vu depuis le début de la vidéo, je suis quand même très enthousiaste par rapport aux différents longs métrages. Celui-ci, il n'est tout simplement pas aussi subversif qu'on le présentait et ça m'a quelque peu déçue. Il s'agit de Saltburn d'Emerald Fennell qui est sorti le 22 décembre sur Amazon Prime. Come to Saltburn. This is the long gallery. Blue room. It's blue. Wow. Oh, bliss. Bliss, bliss, bliss. Who is coming to dinner again? The Henrys. Who the Henrys? Dad's friends. They're all called Henry. Not all of them, just most. On y suit Oliver Quick, un étudiant de la prestigieuse université d'Oxford en Angleterre qui peine à trouver sa place. Il va se lier d'amitié avec Felix Catton, un aristocrate qui va décider de l'inviter sur son prestigieux domaine, le prestigieux domaine de sa famille excentrique, nommée Saltburn. Et voici Saltburn, énième critique de la bourgeoisie, qui, vous savez, les présente comme ces êtres insensibles, qui ne pensent qu'à juste qu'à leur image, qu'à leur petite personne. Les critiques faites au départ sont assez prévisibles, honnêtement. Ce sont des choses qu'on a vues maintes et maintes fois dans les critiques adressées à la bourgeoisie. Par contre, c'est dans la deuxième partie, lorsque des événements plus dramatiques, on va dire, surviennent, je ne vais pas trop vous en dire, c'est là qu'on va vraiment venir pointer l'absurdité de la réaction et de l'indifférence de ces ultra-riches. Il y a une scène de repas baigné dans une lueur rouge qui, je trouve, illustre totalement cette idée. Ça me permet de parler de la photographie, absolument magnifique. C'est pas étonnant puisque c'est Linus Sandgren qui est à la barre. On lui doit La La Land, First Man, Babylone, donc des films de Damien Chazelle, et là il intervient sur ce long métrage qui, faut le dire, a bénéficié d'un écrin absolument sublime, le domaine de Saltburn, avec ses nombreux tableaux au mur, ses tapisseries kitsch, cet immense labyrinthe que la famille possède dans son jardin. Et puis il y a le format 1:33 aussi à mentionner, qui vraiment permet d'enfermer l'action et qui confère à ce long métrage une esthétique singulière. Cependant, cette fin a quand même un gros défaut qui s'applique au reste du long métrage, c'est son manque de subtilité. Ce twist final, il m'a ravie. Voilà, parce qu'il donne un tout autre sens au visionnage auquel on aurait pu s'attendre. Je veux dire, dès le début, on a une séquence où le personnage de Barry Keoghan est à la vitre et on a un effet... vous savez quoi, je vais pas aller plus loin pour pas vous dire plus de choses, mais c'est quelque chose qui en tout cas était annoncé comme dès le début. Si vous faites attention à la mise en scène, à la photographie, vous l'avez probablement vu venir, mais Emerald Fennell décide quand même de revenir en arrière, voilà, de nous faire quelques petits flashbacks pour nous montrer en fait à quel point, mais nous spectateurs, mais oh là là, on est passé à côté de ce revirement quoi, mais comme on l'a pas vu venir. Et honnêtement, je trouve que cette scène elle est presque insultante, tant elle nous prend par la main, là où je veux dire, il n'y avait pas besoin de nous remettre en contexte ces scènes-là pour comprendre comment est-ce que le personnage de Barry Keoghan était intervenu à l'intérieur. On finit cette catégorie consacrée au film par un long métrage d'horreur français de Sébastien Vanitschek, sorti le 27 décembre, Vermine.
T'as fait un malaise, c'est ça? Ta gueule, c'était pas un malaise, ça. Un truc qui tue aussi rapidement, c'est impossible, non? Ce qu'il avait au bras, là, ça vient pas d'une seringue. Mais si ça vient pas d'une seringue, ça vient de quoi, alors? Le synopsis, je peux vous le faire en une phrase. Face à une invasion d'araignées, les habitants d'un immeuble vont tenter de survivre. Je vais pas commencer cette partie consacrée à Vermine par un élément critique particulier, mais je vais d'abord vous présenter une scène. C'est une scène où les néons sont flanchants. Nos personnages sont plongés dans le noir, les néons se rallument, laissant apercevoir les visages horrifiés de nos héros, puis c'est la nuit noire à nouveau. Les haut-parleurs sont saturés, la vision est saturée, les sens sont saturés, que ce soit par l'image qui clignote clairement avec ces néons qui s'allument et qui s'éteignent, que ce soit les enceintes, je vous le disais, du cinéma obstruées par les cris des héros. C'est une séquence qui est généreuse, une séquence qui est extrêmement généreuse, qui a beaucoup à nous donner, très intense, un peu à l'image du film. Parce que s'il y a bien une qualité qu'on ne peut retirer à Vermine, c'est sa générosité. C'est l'investissement du réalisateur Sébastien Vanetschek et du reste de l'équipe. Le film prend place dans un immeuble de Noisy-le-Grand, donc nous sommes à fond en France. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans Vermine, c'est cette idée que la banlieue, la vie dans un immeuble n'est pas stéréotypée. Dans le sens où on est face à des habitants de l'immeuble qui s'entraident tout simplement, qui sont prêts à sacrifier leur vie pour aller aider les voisins du dessous, qui, comme en fait n'importe quel film d'horreur, malheureusement vont être contraints aussi de faire des sacrifices, ils vont mettre à l'épreuve leur propre conscience. Et j'ai trouvé ça très fort, comme cadre, parce que c'est quand même ce qui imprègne le film, cette ambiance urbaine, avec ces personnages racisés, avec ces personnages qui justement portent des TN jusqu'à la mort, littéralement. Et puis dans cette même lignée, le titre Vermine ne fait pas référence aux araignées, en tout cas dans un premier temps. Si on prend le titre premier degré, effectivement, on peut se dire que ça renvoie aux vermines. Mais en réalité, Vermine, ce sont ces personnes qui vivent dans ces logements sociaux. C'est la manière avec laquelle la police les traite. La police qui, consciente de la situation, consciente de l'horreur qui se propage dans cet immeuble, eh bien, va décider de bloquer les portes et de les laisser à leur sort. On va passer à la catégorie littérature, j'ai 2 ouvrages à vous présenter. Le premier, on est clairement aussi dans cette lignée horrifique, une œuvre d'une violence inouïe. Pour moi, c'est aussi la découverte d'un auteur qui, je le sens, va marquer mon année 2024. J'ai vraiment envie de me plonger dans le reste de ses œuvres. Il s'agit de Jean Telet, donc un auteur décédé il y a quelques années malheureusement, qui, dans cet ouvrage qui s'intitule Mangez-le si vous voulez, raconte un fait divers, voilà, un triste fait divers du 19e siècle. Plus particulièrement le mardi 16 août 1870, lorsque Alain de Monéis, un jeune périgourdin intelligent et aimable, se rend à la foire du village de Hautefeuille. Alain de Monéis arrive à destination à 14h. 2 heures plus tard, la foule l'aura lynché, torturé, brûlé vif et même mangé. Jean Telet, c'est un auteur qui s'intéressait aux personnalités oubliées d'histoire. Il s'est notamment penché sur Charles IX, qui a lancé le massacre de la Saint-Barthélemy, Monsieur de Montespan, ou bien encore des événements historiques, comme la fièvre dansante de Strasbourg en 1515. J'ai acheté le livre, il me tarde de me plonger dans sa lecture, ou bien le drame de Hautefeuille au cœur de ce livre. Donc Mangez-le si vous voulez, c'est un livre qui détaille, qui décrit vraiment le supplice d'Alain de Monéis, avec une carte à chaque début de chapitre qui permet aussi de suivre les étapes de son calvaire d'un point de vue géographique. J'ai adoré la plume de Jean Telet qui est tantôt crue, il n'y va pas par 4 chemins quand il s'agit de décrire l'horreur dont a été victime le jeune Alain, mais il use aussi de métaphores qui rend les choses beaucoup plus douces. Je vais vous lire un extrait. Sa tête est devenue un globe de sang où dans l'œil gauche rit la mort songeuse, des avalanches au visage, des cratères mieux que fous, piques hasardeux, mutilation des traits, énucléation. Vous voyez directement, vous visualisez le visage de ce pauvre Alain. Il y a aussi toute une dimension psychologique, parce que je vous le disais, Jean Telet s'est aussi notamment intéressé aux événements historiques, aux folies collectives, et on s'inscrit clairement là-dedans. Donc il s'est notamment penché sur des ouvrages de psychologie des foules, dont la bibliographie est à retrouver à la fin. Je termine cette vidéo en vous parlant d'un ouvrage beaucoup plus classique, ouvrage culte de la littérature médiévale, Tristan et Iseut. Parler de Tristan et Iseut, ça revient à évoquer le gros passif derrière.
Déjà parce qu'il n'existe pas une histoire de Tristan et Iseult, mais des tas de versions, d'aventures, datant de l'époque médiévale et écrites par autant de personnes différentes. L'ensemble de ces versions forment cette légende des amants de Cornouailles. Celle que j'ai dans mes mains, c'est l'une d'elles, la plus célèbre, la version de Beyrouth, en sachant qu'elle ne représente pas tout le récit de Tristan et Iseult, qui, je le rappelle, est composé de tas d'aventures différentes. Ça s'inscrit dans cette tradition orale où les légendes étaient racontées, puis inscrites sur le papier. C'est perceptible d'ailleurs dans l'écriture de Beyrouth, qui utilise des apostrophes pour alpaguer l'auditoire. Il écrit à plusieurs reprises « Écoutez-moi » en s'adressant directement aux personnes qui pourraient être dans l'auditoire, dans son public. Mais bon, Tristan et Iseult, ça parle de quoi? Alors, Iseult, c'est l'épouse du roi Marc, qui va croiser la route de l'orphelin Tristan. Involontairement, les deux vont venir boire un filtre d'amour qui va les pousser à entretenir une relation. Mais même une fois les effets de la potion disparus, eh bien les sentiments se poursuivent. Ici, on suit la découverte du roi Marc, voilà, qui réalise cet adultère, qui se rend lors d'un rendez-vous de Tristan et Iseult pour voir un peu comment est-ce qu'ils interagissent l'un avec l'autre et si les rumeurs de tromperie sont réelles ou non, jusqu'à la blessure fatale de Tristan. Je rajoute que non seulement ce n'est qu'un pan du récit, mais qu'en plus le manuscrit qui a été retrouvé de Beyrouth était abîmé, ce qui fait que dans cette version on retrouve aussi des points de suspension pour montrer que ce sont des passages qui tout simplement n'ont pas pu être transcrits parce qu'illisibles. C'est la collection classique des éditions Le Livre de Poche, avec une présentation, des notes et une traduction français modèle de Philippe Walter, ainsi qu'un dossier de Corina Stanesco. Et ce sont des ajouts qui sont pas négligeables, parce que si, comme moi, vous ignoriez totalement tout ce que j'ai pu vous raconter sur Tristan et Iseult, le fait que ça regroupe tout un tas de légendes différentes, que ça regroupe tout un tas d'aventures différentes qui forment la légende des amants de Cornouailles, je peux vous dire qu'une introduction était absolument nécessaire, parce que si je l'avais sauté, je pense que j'aurais été en difficulté très rapidement dans ma lecture. On a aussi des notes de bas de page qui viennent expliciter un élément. Ce sont des ajouts non négligeables, ça comprend la définition d'un mot, ça replace historiquement un personnage, etc. Et c'est vraiment important si, comme moi, vous n'avez pas forcément de base sur la littérature médiévale, que vous n'êtes pas habitué de ce genre de récit. J'ai le sentiment que des ouvrages complets comme celui-ci, ce sont des livres vraiment nécessaires pour débuter votre lecture. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner en commentaire vos derniers coups de cœur, les films que vous avez découverts, vos avis sur les films que je vous ai mentionnés aussi, ça m'intéresse. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.